On passe ensuite au sixième sous-paragraphe qui concerne la réflexion oblique, la réflexion sous incidence oblique, dans le cas où le champ magnétique BI est orthogonal au plan d'incidence. Donc je rappelle que le plan d'incidence, c'est le plan qui est formé par le vecteur d'onde KI incident et la normale au conducteur. Donc dans ce cas, c'est le plan du tableau. Et je rappelle aussi qu'on a considéré dans le sous-paragraphe précédent, donc le cinquième sous-paragraphe, on a considéré un champ électrique incident qui est orthogonal au plan d'incidence. Donc le but de ce sous-paragraphe, c'est de comparer ces deux choix, c'est-à-dire le choix entre un champ électrique incident orthogonal au plan d'incidence et le choix où le champ magnétique B incident est orthogonal au plan d'incidence. Donc ici le schéma, il ressemble au schéma du sous-paragraphe précédent, mais il faut faire attention parce que j'ai changé la base cartésienne, donc j'ai pris de cette façon x, y, z, et surtout donc, on a choisi un champ magnétique BI qui est donc orthogonal au plan d'incidence, qui est le plan du tableau. Donc BI est les suivants x dans ce cas. Et donc on va partir de cette expression du champ magnétique B. Donc il est suivant x. Donc BI il présente une amplitude donc B0i et voilà donc il se propage suivant la direction KI. Donc on va commencer tout d'abord par chercher le champ magnétique réfléchi. Donc on va le chercher sous cette forme-là. Donc cherchant BR sous la forme BR égale BR fois UX. Donc on va supposer que le champ magnétique incident et le champ magnétique réfléchi possèdent la même direction. Avec BR, c'est égal à l'amplitude B0R cosinus oméga t moins K scalaire R fois R. Voilà. Donc tout d'abord, on va exprimer les vecteurs d'onde incident et réfléchi. Donc KI, dans ce cas, égale à K fois donc, la projection sur Y, donc c'est sinus alpha Y, moins cosinus alpha Z, et K réfléchi, donc c'est égal à K fois sinus alpha UY plus K fois cosinus alpha UZ. Donc on va déterminer le champ électrique incident. Donc pour arriver au champ magnétique réfléchi, donc on va déterminer tout d'abord le champ électrique incident, ensuite le champ électrique réfléchi grâce à la relation de passage du champ électrique. Et voilà, donc ensuite on va passer au champ magnétique réfléchi. Donc pour la détermination du champ électrique incident, on va utiliser la deuxième relation de structure. Donc la deuxième relation de structure, je rappelle que ça s'écrit donc E incident, donc c'est égal à moins C au carré fois K vectoriel, donc KI vectoriel B incident sur oméga. Voilà. Donc on a vu cette deuxième relation de structure dans le chapitre précédent, c'était dans le paragraphe grand 3, petit 3. Vous pouvez voir ça donc voir le paragraphe grand 3, petit 3 du chapitre précédent. Donc c'est une conséquence des équations de Maxwell. Voilà.
Donc ici, on va utiliser le fait que oméga égale à k fois c. Donc on va trouver que EI égale donc moins c fois KI sur K. Donc je rappelle que donc, K c'est égal à oméga sur c dans le vide. Donc c'est moins c KI sur K, vectoriel BI. Voilà tout ce qu'il faut donc, pour déterminer EI. Donc on va trouver donc, C fois BI fois cosinus, donc, fois cosinus alpha UY plus sinus alpha UZ. Donc de même on peut déterminer le champ magnétique réfléchi grâce à la deuxième relation de structure. Donc c'est moins C KR sur K, vectoriel BR. Donc on va utiliser cette forme du champ magnétique réfléchi, qu'on a déjà écrit. Donc pour le champ électrique réfléchi, on trouve C fois BR fois moins cosinus alpha UY plus sinus alpha UZ. Voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, donc on va utiliser la première relation de passage du champ électrique. Donc on l'a déterminé dans le sous-paragraphe Contin 1. Donc je rappelle que c'est la relation petit a qui donne donc, le champ électrique dans le vide pour z égale à 0 à l'instant t. Donc c'est égal à sigma sur epsilon 0 fois la normale sortante, qui est dans ce cas c'est uz. Donc cette relation elle est vraie quel que soit le temps, quel que soit x et quel que soit y. Voilà. Donc puisque c'est une condition qui est imposée uniquement sur l'abscisse z, c'est au voisinage de la surface du conducteur. Voilà. Donc on va commencer tout d'abord par projeter cette relation sur UY. Donc je rappelle tout d'abord que le champ électrique dans le vide, c'est la superposition de champs incidents et de champs réfléchis. Donc si on projette cette relation sur UY, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc EI sur UY, ça donne donc CBI cosinus alpha. Et la projection de ER sur UY, donc ça donne CBR avec un signe moins cosinus alpha. Et la projection de UZ sur UY, c'est nul. Et ceci vrai quel que soit le temps et xy. Donc on en déduit que, et on n'oublie pas que ça c'est pour z égale à 0. C'est toujours au voisinage de conducteur. Donc on trouve que BI égale à VR pour z égale à 0. Donc on trouve que BI égale à VR pour z égale à 0. Quel que soit t, x, y. Or, BI pour z égale à 0, donc on doit remplacer KI scalaire R par son expression. Donc KI scalaire R, ça donne K sinus alpha Y moins K cosinus alpha Z. Mais puisque Z égale à 0, donc il va rester uniquement B0I.
cosinus oméga t moins juste la composante suivant y, donc c'est moins k sinus alpha y, donc c'est égal à, et pour le champ magnétique, donc ce sera de même, donc ce sera B0 R cosinus oméga t moins k sinus alpha y. Donc tout ça c'est vrai quel que soit t, x, y. Donc si ça c'est vrai quel que soit t, x, y, donc nécessairement il faut que B0i égale B0R. Donc on va noter les deux B0. Voilà. Voilà. Ensuite, donc on va projeter cette relation sur UX cette fois-ci. Pardon, sur UZ. Donc si on projette cette relation sur UZ, donc on a fait la projection sur UY. Donc si on fait la projection sur UZ, donc on va trouver EI pour Z égale à 0, UZ, plus ER pour Z égale à 0, UZ, égale à sigma sur epsilon 0. Donc sigma c'est égal à epsilon 0 fois C, donc c'est égal, donc epsilon 0 fois C fois, donc EI pour Z égale à 0, donc on va trouver un sinus alpha fois PI pour Z égale à 0. Donc on va faire sortir le sinus alpha, donc il est en facteur. Plus BR pour Z égale à 0. Voilà. Donc on va remplacer Z égale à 0 dans les expressions de BI et BR. Donc on va trouver epsilon 0 C fois sinus alpha fois 2B0 fois cosinus, donc cosinus oméga t moins k sinus alpha y. Voilà, donc c'est ça le résultat final. Donc sigma égale epsilon 0 C fois 2B0 fois sinus alpha fois donc cosinus oméga t moins k sinus alpha y. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la densité surfacique de charge elle est différente de 0. Et ça c'est la différence principale avec le cas où le champ électrique est orthogonal au plan d'incidence. Parce que dans le sous-paragraphe précédent, quand le champ électrique était orthogonal au plan d'incidence, on a trouvé sigma égale à 0. Mais dans ce cas, la surface du conducteur, donc elle va présenter une charge à sa surface. On peut ensuite déterminer la densité surfacique du courant grâce à la relation de passage de champ magnétique. C'est la relation QT-B qu'on a vue dans le sous-paragraphe grand 1. Voilà, donc je rappelle que selon le sous-paragraphe grand 1, la relation de passage de champ magnétique, elle implique que le champ magnétique dans le vide au voisinage du conducteur, c'est égal donc à mu0js vectoriel, la normale surtente qui est égale ici à uz. Donc on va multiplier de façon vectorielle uz à droite et à gauche. Donc c'est un calcul qu'on a déjà fait.
Et donc, on trouve JS égale 1 sur mu0, UZ vectoriel B vide au voisinage de conducteur pour Z qui tend vers 0. Et je remplace donc B vide par la somme de B incident et de B réfléchi. Voilà, donc déjà on a déterminé ces expressions. Donc on va trouver, donc, puisque le BI est le suivant UX, donc on va trouver 2 B0 sur mu0, 2 B0 sur mu0 fois cosinus oméga t moins K sinus alpha fois Y suivant UY. Donc ça c'est le courant électrique. Donc dans ce cas où le champ électrique est orthogonal au plan d'incidence, la surface du conducteur présente une charge de densité sigma et aussi un courant de densité JS. Voilà. Donc l'action de l'onde, l'action électromagnétique de l'onde, elle va se composer donc de deux parties. Une partie qui est électrique, une partie qui est magnétique, qui est la force de la place. Donc on peut calculer cette force et ensuite on va donc en déduire la pression de radiation. Donc on a dit que sigma différent de 0 et JS différent de 0, donc l'action de l'onde est électromagnétique cette fois-ci, c'est-à-dire elle présente une partie électrique et une partie magnétique. Donc on peut dire que la force de l'onde est égale donc la somme d'une force électrique plus une force magnétique qui est la force de Laplace. Donc je rappelle que la force électrique c'est la charge que porte, donc on va considérer un élément de surface ds, donc la charge portée par cet élément de surface c'est sigma ds, et la force électrique c'est le produit de cette charge sigma ds par le champ électrique incident qui est égal donc L demi, le champ électrique dans le vide pour Z égale à 0, c'est-à-dire au voisinage du conducteur, plus la force de Laplace qu'on a déjà écrit dans le sous-paragraphe précédent, donc c'est JS ds vectoriel n demi, le champ magnétique dans le vide au voisinage de conducteur. Donc on a tout ce qu'il faut. On a sigma, on a déterminé JS, le champ électrique qui est la somme de champs incident réfléchi. On a aussi déterminé le champ magnétique dans le vide. Donc on va trouver pour cette force l'expression suivante. Donc ça sera, cette force ça sera suivant moins UZ. Donc dF égale donc cette force, ça sera suivant moins UZ fois ds. Pour la partie, donc ça sera 2b0 carré sur mu0 fois cosinus carré, donc oméga t moins ky sinus alpha. Donc ça c'est pour la partie magnétique, moins, donc ça c'est la partie magnétique, c'est la composante magnétique de la force, moins donc la composante électrique, donc ça va donner moins 2c au carré, en tenant compte de l'expression de sigma qu'on a trouvée, donc fois sinus alpha au carré, donc fois sinus alpha au carré, b0 carré fois epsilon 0,
fois cosinus carré oméga t moins ky sinus alpha. Voilà. Donc ça c'est la composante électrique de la force qu'exerce l'onde. Donc on peut ensuite en déduire la pression de radiation, parce que la pression de radiation c'est la force par unité de surface, et on va calculer directement la moyenne de cette pression. Donc la moyenne de la pression de radiation donc la moyenne de la pression de radiation et la moyenne de P, donc c'est égal à la moyenne de la force par unité de surface. Donc ici on voit que la force elle est suivant moins uz, donc ça montre que cette force elle est dirigée vers le bas, et donc c'est bien une force qui est pressante, elle exerce une pression sur le conducteur. Donc la norme de cette force avec la moyenne, donc la moyenne de cos carré ça c'est 1,5, la moyenne de cos carré aussi c'est 1,5, donc on peut faire sortir en facteur le B0 carré avec le 1,5, donc il sera simplifié. En plus, on a un CO carré fois epsilon 0, donc il va donner 1 sur mu0. Donc on va faire sortir en facteur le B0 carré finalement, fois 1 moins, ce qui reste ici c'est le sinus carré alpha. Voilà, donc la pression c'est égal donc à B0 carré fois sur mu0, pardon, ici, fois un cosinus carré alpha. Donc on peut noter E0 égale à B0 fois C. Donc on trouve que la moyenne de la pression de radiation égale donc à epsilon 0 fois E0 carré fois cosinus carré alpha. Et donc ça c'est bien la même expression que dans le cas où l'incidence est oblique et le champ électrique incident était orthogonal au plan d'incidence. Donc finalement, après tout ce calcul, même qu'on a trouvé que la charge ici elle est différente de 0 sur la surface du conducteur, mais en fin de compte, tout calcul fait, donc la moyenne de la pression elle est la même dans les deux cas, soit le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence, soit le champ magnétique qui est perpendiculaire au plan d'incidence. Donc pour comparer donc, ce résultat, vous pouvez voir donc, le sous-paragraphe précédent qui est donc le 1,5,2. Donc on a trouvé le même résultat.